va enchaîner avec un focus sur la proximité, pour être plus précis. Hyper proximité versus impact. Et on va demander à 3 personnes de venir nous retrouver. On va les retrouver avec beaucoup de plaisir. Jean-Marc Courrèges-Sénac, le coprésident de la CNRA dont on parlait il y a quelques instants. Il y a aussi Mathieu Mandoloni, qui est le directeur de l'info à Ici, parce qu'aujourd'hui, il faut dire, enfin, aujourd'hui, depuis quelques jours, il faut dire Ici. Il me reprendra bien si je me prends les pieds dans le tapis. Et puis Jean-Charles Verhaeghe, qui est le directeur général de Totem, la station environnaise emblématique qui émet depuis la Primaube, si je ne m'abuse. Donc c'est à quelques encablures de Rodez, en Aveyron. Où sont-ils, ces spécialistes de l'hyperproximité? Jean-Marc Courrèges-Sénac, Jean-Charles Verhaeghe. Ah ben vous êtes là. Bon, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Prenez vos aises, messieurs, prenez vos aises. Installez-vous, d'abord confortablement, parce que j'imagine que l'assis joue un rôle déterminant dans la façon de répondre aussi. Hein. Ouais, quand on est mal assis, on répond mal. C'est bon, vous êtes bien installés, tout va bien? Parfait. Bon, Jean-Charles Verhaeghe, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous avez une attitude totémienne? Oui. On peut dire ça. Ouais. Je vais tâcher de transmettre ça aujourd'hui, d'être un peu totémien. Ouais. Bon. Vous êtes plus hyper proximité ou plus impact? Oh bah c'est une question difficile, ça. Enfin, bah, qu'est-ce que c'est que cette question? On va dire plutôt l'impact par la proximité, quoi. C'est ça qui va nous différencier. Il s'en sort bien. Voilà, ouais. Jean-Marc Courrèges-Sénac, vous êtes plutôt hyper proximité ou impact dans la vie? Les deux, mon capitaine. D'accord. Et Mathieu? Bah, c'était ma réplique, il me l'a piqué. D'accord. La même. Bon, très bien. Les radios locales, vous le savez, jouent un rôle essentiel dans le tissu social. Quand on va maximiser son impact dans un monde qui est de plus en plus globalisé, c'est un constat qu'on partage tous ici. Bon, c'est une session qui va permettre en une trentaine de minutes, on va dire, de mettre en avant quelques stratégies concrètes, tout en explorant les défis et les envies et les besoins des auditeurs. Jean-Charles Verhaeghe, les auditeurs sont-ils sensibles à cette hyper proximité? Et déjà, comment on peut l'incarner à l'antenne? Et est-ce que ça coûte un petit billet au passage? Alors oui, plein de questions dans une. Hein. Oui, les auditeurs, ils sont sensibles, on le voit dans les sondages d'audience qui tombent chaque année. Là où le média radio a tendance à se contracter un peu, mais de manière continue, on constate que les radios de proximité, elles, vont plutôt garder une certaine puissance relative par rapport aux autres radios. Donc ça, c'est un bon signal, on le perçoit par là. Et puis comment est-ce qu'on exprime cette proximité? Bien sûr, ça coûte un petit billet. Moi, personnellement, en fait, c'est parce que j'ai une grosse rédaction. Quand même, c'est une des plus grosses rédactions de France au sein d'une radio indépendante. Hein. À ma connaissance, une des plus grosses rédactions de France. C'est combien? 11, 12 13. 13, et puis évidemment d'autres collaborateurs, des pigistes de temps en temps, dont on va avoir par exemple un exemple entre mille. Ici à Paris, on a un correspondant, on a un pigiste qui va nous parler des communautés des Aveyronnais de Paris, auvergnates et aveyronnaises, absolument. Il se passe plein de trucs ici. On sait bien qu'il y a plus d'Aveyronnais à Paris qu'en Aveyron, notamment. Et les sujets sont quand même sympas parce que c'est plutôt des marchands de vaches et des bistrotiers, non? Ou les bistrotiers, c'est passionnant. Une image d'Épinal, clairement, ouais. L'aligot, c'est un sujet inépuisable. Ouais. Mais en effet, du coup, on va être un peu sur ce truc-là. Évidemment, nous, notre travail, c'est de donner dans chaque département l'info qui va lui ressembler totem et se décompose du coup. On arrose 12 départements, on a 39 émetteurs. Ouais, c'est compliqué pour faire de l'hyper-proximité de Brive jusqu'à la côte méditerranéenne. C'est ça, c'est une dentelle. Hein, c'est une dentelle dont c'est le grand écart. Le rédacteur en chef, Jean-Charles Virlogeux, est le grand chambellan, le chef d'orchestre. Donc du coup, en effet, il y a beaucoup de décros qui sont construites de manière à ce que chaque auditeur de Totem écoute son département dans le blanc des yeux, si j'ose dire. Mathieu, vous êtes le directeur de l'info pour Ici. Totem, c'est un de vos sérieux concurrents sur le terrain? Sur la zone, oui, bien sûr. Enfin, toutes les radios d'hyper-proximité, de proximité sont des concurrentes, évidemment. Après, encore une fois, nous, on a un maillage que vous connaissez qui est très différent. Et 44 stations. 44 stations réparties sur l'ensemble du territoire français. Ça fait 1400 salariés, 442 journalistes. On a des rédactions qui tournent, nous, globalement, par local, en moyenne à 7, 8 avec le rédacteur en chef. Et pour entrer dans le vif du sujet, moi, je pense que cette hyper-proximité, elle est plus que jamais nécessaire. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces deux mots qui sont très à la mode, notamment chez les journalistes, la fatigue informationnelle. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement.
Et il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, la Fondation Jean Jaurès avait sorti cette première étude qui avait parlé de la fatigue informationnelle. Il y a quelques mois, au mois de décembre, elle a sorti la suite de cette étude, toujours avec Arte notamment, et cette fois-ci, il parle d'exode informationnel. Alors, c'est plus exactement la même chose, mais quand vous lisez cette étude qui est accessible en ligne et que je vous conseille, c'est essentiellement des slides, il y en a 200, mais ça se lit assez vite. Ce que ça raconte aussi, c'est que les gens sont assez fatigués de l'actualité anxiogène mondiale, internationale, nationale parfois. Je ne vais pas vous refaire ici l'histoire politique de notre pays et celle qu'il traverse en ce moment, les élections, les guerres, etc. Et donc il y a un repli aussi, c'est ce qu'on constate nous, vers l'info locale, c'est-à-dire cette information qui est autour de chez soi et qui finalement est un peu plus rassurante. Ça ne veut pas dire qu'on s'empêche de parler de sujets qui peuvent être compliqués, difficiles, du fait divers, des catastrophes naturelles. Vous voyez en ce moment, nous on a ici Armorique qui est confronté à l'épisode climatique que vous connaissez avec la tempête, en Ille-et-Vilaine, il y a des gens qui ont les pieds dans l'eau. On est là pour couvrir, évidemment, et ça fait pas, c'est pas des sujets qui font sourire. Mais en fait, les gens, de se replier un petit peu sur eux, tout en gardant évidemment des yeux ouverts sur le monde, mais se replier un peu sur eux, sur cette information-là, c'est quelque chose qu'ils cherchent aujourd'hui. Et c'est l'inverse de l'exode informationnel qu'on nous vend. Jean-Marc, est-ce que l'hyperproximité, ça reste une valeur sûre à la radio? Et surtout, est-ce qu'elle coûte un petit billet à fabriquer, puisque Jean-Charles n'a pas répondu précisément à cette question, même si elle est très intéressante selon moi. Je pense que je serai aussi imprécis que Jean-Charles concernant le financement de la proximité. Ce que je peux dire, c'est que pour des radios de communication sociale de proximité comme le sont les radios associatives, il est bien évidemment essentiel, très important, que nous puissions mettre en avant les initiatives locales, économiques, culturelles, sportives, etc., sur nos antennes. Au niveau du coût, oui, bien évidemment que cela représente un certain coût au niveau éditorial, rédactionnel, au niveau des différents reportages, lorsqu'on fait des plateaux radio en extérieur, mais je dirais par rapport au financement qui ne serait plus adapté par rapport au fonctionnement de nos radios, ça n'empêche pas une certaine créativité de la part de nos équipes pour pouvoir mener à bien ces missions. Et oui, parce que vous êtes obligé de vous positionner de façon très claire sur ce marché-là qui est déjà occupé par le service public et qui fait un gros travail. On sait que... Mais on peut faire quelque chose de différent par rapport au service public. Face aux radios indépendantes, aussi la même chose que le service public, mais on peut faire quelque chose de différent, c'est-à-dire vraiment mettre en avant d'autres initiatives locales sur la culture, sur le sport, comme je le disais, aussi faire des plateaux radio, même si France Bleu a fait, d'ici fait aussi... Vous allez voir, ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Ici, le fait aussi, bien évidemment, mais nous, on apporte aussi peut-être une vision qui peut être différente, où on va rechercher, et c'est le pourquoi aussi de la présence des radios associatives, il y a une certaine pluralité, une diversité au niveau des programmes, c'est très difficile de présenter ce qu'est une radio associative et ce qu'elle propose comme programme, parce que je pense qu'il y a autant de programmes qu'il existe de radios associatives. Donc nous, on apporte quelque chose de différent, une vision différente, une façon de traiter éditorialement, rédactionnellement une information par rapport à d'autres radios, qu'il s'agisse de radios de catégorie B ou alors le service public. Alors on a d'ailleurs... dénommer cette rencontre hyper proximité versus impact, mais je connaissais la notion de proximité. Aujourd'hui, Jean-Charles, on parle d'hyper proximité, c'est-à-dire qu'on va encore plus loin. Là, cette fois-ci, à Totem, si vous êtes dans l'hyper proximité, on peut vous qualifier comme étant la radio du dernier kilomètre? Ouais, puis en fait, il y a plusieurs niveaux à la proximité. Il faut le rappeler, la proximité géographique, la proximité affective, culturelle. Ça, c'est sympa comme concept. Et puis la proximité chronologique. En fait, la radio, c'est le média du ici et maintenant. Il faut le rappeler, encore une fois. Ici, c'est bon ça. Ici, ça ira. Ça va, oui, c'est bon. Ça y est, là. Non, mais je plaisante, mais en même temps, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce nom-là. Vous avez compris. Oui, c'est clair. Mais bon, ici est à tout le monde. Attention. Qu'est-ce que ça vous a... Tout à fait, c'est le média de service public. Ici et maintenant, c'est aussi une radio associative, mais ça, c'est pour juste créer le... Et quand le flou. Jean-Marc, Jean-Charles, en 10 secondes, quand vous avez appris que France Bleu changeait de nom et que le réseau allait s'appeler Ici, vous êtes dit, génial comme idée ou bof? Moi, j'ai sauté au plafond parce qu'on était en train de créer tout un univers qui était basé autour du concept d'ici. Heureusement qu'on n'est pas allé au bout, qu'on a vu arriver parce que forcément, évidemment, on défend tous les trois la même chose, et en effet, ce mot-là pourrait nous définir tous. Et Jean-Marc, quand vous avez vu arriver la marque Ici, vous vous êtes dit, waouh, champion ou bof? On est très amis avec le service public, et on a dit que c'était un nouveau challenge, et donc on espère qu'ils vont bien évidemment le relever. Ouais, parce que là, pour le coup, c'est l'incarnation parfaite, très pure, si j'ose dire, de la notion de proximité ici.
Oui, bah, tout à fait. Puis on va pas se mentir, il s'agissait aussi pour nous de marquer cette proximité qui existait déjà. Hein, l'histoire du réseau France Bleu, anciennement Radio Bleu, vous le connaissez peut-être. Il est né dans les années 80, 3 radios d'abord, et puis au fur et à mesure ce réseau s'est étendu. Après, je vais pas vous mentir non plus, France Bleu, ça commençait à être un petit peu démodé. Nous, ce qu'on avait envie, c'était de dépoussiérer un peu cette image, et puis il fallait un nom qui signifie quelque chose, qui soit très court, qui soit un marqueur fort. Bon, qui incarne la promesse éditoriale. Ici, vous voyez combien de fois on l'a utilisé, je plaisantais tout à l'heure évidemment, mais combien de fois on l'a tous utilisé, qu'est-ce qui nous unit à chaque fois qu'on veut dire qu'on partage quelque chose, on est ici tous ensemble par exemple. Donc ça marche très bien et c'est facilement identifiable. Et puis après, c'est pas une fausse promesse, c'est-à-dire que nous, l'idée, c'est vraiment de le revendiquer, mais comme nous tous ici, d'avoir ce marqueur fort parce qu'il est essentiel. Et notamment en allant à la rencontre des gens, des habitants, en faisant du reportage, c'est toute la force du service public aussi, de proximité. C'est notre mission, c'est dans notre cahier des charges d'ailleurs en tant que service public, parce que tout ça est financé grâce aux Français, on est le média des Français. Et c'est de pouvoir aussi aller leur donner un espace d'expression, d'être populaire dans le bon sens du terme, parce que c'est un mot qui aujourd'hui... C'est un mauvais sens pour populaire ? Il y a parfois, c'est un peu dévoyé, et rapidement on change quelques lettres et puis ça devient populiste. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui, mais c'est du coup. Je l'avais pas, j'étais pas là-dessus. Quand on revendique le côté populaire, parfois on a oui, mais populaire, on se bouche le nez, c'est un peu sale. Oui, non, ça, je pensais c'est noble. Ça, oui, alors que moi je trouve qu'il n'y a rien de plus noble en fait dans ce métier que de s'adresser même à ceux qu'on appelle dans le monde économique, même si j'aime pas trop ce terme, les classes populaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, dans la radio et notamment celle de service public, on a tous des missions qui sont très particulières. France Inter, France Info s'adresse plutôt communément à ce qu'on appelle les CSP+. Nous, le réseau ici, notre mission de service public, c'est plutôt de s'adresser à ces classes populaires. Et c'est génial, parce que c'est elles qui se détournent d'ailleurs massivement de la radio. C'est ce qu'on constate dans toutes les études quali qu'on peut faire, c'est celles qui écoutent moins la radio aujourd'hui. Donc il faut qu'on puisse les rattraper, parce que quand elles écoutent la radio, parfois elles se dirigent plutôt vers des médias populistes. Et là, c'est boule. Mais du coup, je reviens sur la question que... Oui, j'aimerais bien qu'on creuse le concept de proximité géographique, toutes ces proximités-là, philosophique, en fait, chronologique. Philosophique, si tu veux. Mais en fait, le principe, c'est se dire, aujourd'hui, si on veut que les gens écoutent la radio, continuent de l'écouter, voire même reviennent à la radio, il y a juste un truc à faire, c'est de la radio. Et la radio, c'est un média qui doit être vivant, qui doit te parler au creux de l'oreille, qui doit t'emmener sur ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe dans le coin. Je vais éviter de... ce qui se passe... Je t'écoute avec... C'est vraiment la super idée de Radio France. Hein. Ça match à tous les coups. Une fatigue. Et du coup, en fait, ça se passe en ce moment et ça se passe ici. Et en gros, c'est la radio qui le fait vivre en direct. Punaise, le direct, c'est puissant. Il faut que la radio se réempare de ça, et c'est ça l'hyperproximité. Quand on met les 4, c'est les orques de Staline quoi, de l'audience. Quand on met les 4 niveaux de la proximité alignés vers une audience, on la touche. On la touche. Est-ce qu'on a du personnel compétent pour faire ça ? Parce que sur le papier, c'est assez simple, c'est même joli ce que nous dit. Je rajouterais, alors je partage totalement, je rajouterais quand même une notion qui me semble fondamentale aujourd'hui, je vais sembler enfoncer une porte ouverte, c'est le numérique. Parce que le numérique nous permet d'aller encore plus loin dans l'hyperproximité, parce qu'on s'adresse tout le temps aux gens, aussi bien avec la radio, mais ça c'est linéaire, donc à un moment on écoute et on est tributaire de ce qu'on écoute. Le numérique, on va choisir aussi ce qu'on veut comme information. Et pour ça, on peut aller très très loin dans l'hyperproximité, parce qu'on peut vous donner la météo de votre village ou la température de votre village encore plus facilement qu'à l'antenne où on ne va pas évidemment égrener tous les villages du département pour que vous sachiez combien il fait chez vous. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et après, là où je te rejoins, mais alors totalement, c'est que la radio, c'est le média du direct. Et c'est le média le plus agile qui existe aujourd'hui. Le plus agile. Pourquoi ? Pardonnez-moi, je reprends l'exemple de l'Ille-et-Vilaine en ce moment, mais aujourd'hui, les gens, quand ils n'ont pas d'électricité parce qu'il y a de l'eau et qu'ils n'ont plus rien, qu'est-ce qu'on peut ressortir pour s'informer quand il n'y a plus le bon vieux transistor à pile. L'année dernière, ici Brézizel, à Quimper, une tempête, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a privé des dizaines de milliers de personnes d'électricité pendant plusieurs jours. On avait des témoignages parce que les gens nous appelaient avec encore les téléphones fixes où ils fonctionnaient rarement, ou parfois avec le portable dans lequel il y avait un peu de batterie. Et moi, j'ai ce témoignage qui est très fort et qui m'avait très honnêtement assez bouleversé à l'époque, d'un auditeur qui nous appelait en disant « Je n'ai plus rien », c'est-à-dire que sa maison il a été quasiment détruite, le toit s'était envolé, mais je vous ai vous. Et ça dit tout de la radio de proximité, parce qu'il nous l'a dit à nous, mais il aurait pu vous le dire à vous, je vous ai vous. Parce que c'est chez nous qu'il a trouvé des informations, du réconfort, un espace d'expression, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même très important d'offrir aussi un espace d'expression apaisé,
pas des trucs où on s'engueule, où on s'invective, comme on peut l'entendre parfois, où c'est devenu un espèce de modèle aussi. On se gueule dessus, on n'est pas d'accord. Les réseaux sociaux, hein, pardonnez-moi, mais c'est devenu ça. Ben non, là c'est autre chose, c'est qu'on donne la parole aussi pour qu'on puisse réfléchir ensemble, s'exprimer, vous donner des informations. Ça c'est hyper précieux. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à cultiver avec cette radio de l'instant, parce que quand il n'y a plus rien, il y a toujours la radio en fait. Jean-Marc, est-ce qu'on a les compétences pour faire ça? Est-ce que vous les avez, vous? Est-ce que les radios associatives ont ces compétences? Parce que j'ai l'impression que pour faire du travail de proximité, d'hyper-proximité, il faut aussi avoir le sens de l'info, une petite dose de curiosité, l'envie de trouver un angle plutôt catchy. Voilà. Alors, bien évidemment, j'espère oui qu'on a quand même les compétences avec ce qui est fait aussi au niveau de la CNRA, c'est-à-dire avec les différentes fédérations, un accompagnement des radios via la formation des bénévoles ou alors des salariés. Donc pour s'adapter aussi à l'évolution du média qui est quand même nécessaire pour essayer de déjà garder notre audience, mais aussi de récupérer certains auditeurs, des auditrices qui, c'est assez très générationnel, n'ont peut-être pas l'habitude de choisir le média radio comme étant le premier média radio, le premier média d'information. Donc oui, j'espère qu'on a les compétences. De surcroît, les personnes salariées bénévoles des radios de proximité, de communication sociale de proximité, sont pour les radios associatives, des personnes qui résident sur le lieu de diffusion de la radio. Donc, ils connaissent parfaitement le territoire et ils font parler des personnes qui, habituellement, ne trouvent pas de voix sur d'autres médias, que ce soit des radios de catégorie B, encore plus sur les réseaux nationaux, même au niveau du service public. Et ça permet d'offrir une diversité des programmes, de proposer quelque chose de différent, peut-être avoir une ligne éditoriale qui est aussi différente pour essayer d'enrichir aussi le paysage radiophonique local. Et puis quelque chose d'important également, c'est que la proximité, c'est bien beau d'avoir des studios dans une ville connue, mais ce qu'il faut faire aussi, c'est parfois sortir les studios, la radio des studios, pour faire des plateaux radio, faire aussi des ateliers radio, et ça c'est hyper important, notamment pour raccrocher le jeune public aux médias radio, faire découvrir ce média et tous les avantages que peut apporter le média radio. C'est ce que vous faites dans la radio pour laquelle vous travaillez. Alors déjà oui, ça c'est Atomic Radio, voilà exactement. Ça c'est, je pense que c'est la part essentielle de nos actions exceptionnelles qui vont au-delà du cadre habituel de la radio, mais quasiment toutes les radios associatives font de l'action d'éducation aux médias et à l'information, et ça c'est essentiel, notamment par rapport à l'arrivée, et on en parlait juste avant, des réseaux sociaux. Nous, chez nous, on n'a pas non plus cette épée de Damoclès de l'audience au-dessus de notre tête. Une grande liberté. C'est une assez grande liberté, notamment lorsqu'on voit d'autres médias, que ce soit les réseaux sociaux ou même malheureusement d'autres radios ou chaînes de télévision, qui vont aller chercher le buzz pour faire de l'audience. Nous, on n'a pas besoin de faire du buzz, et c'est pour ça que nous avons chez nous des débats qui peuvent être parfois inflammés, mais en tout cas apaisés, pour créer une sorte de concorde, en tout cas ne pas créer le buzz en essayant de diviser la société. Est-ce que tout le monde, Jean-Charles Vérag, est capable de produire un sujet en lien avec l'hyperproximité ou la proximité pour produire l'impact nécessaire auprès des auditeurs? Qu'est-ce que vous demandez, vous, quand vous croisez vos journalistes pour produire cet impact qui est recherché et qui va, pour le coup, se traduire en monnaie sonnante et trébuchante que vous jouez votre tête chaque année, hein. Il y a des enjeux t'as raison, de formation, d'accompagnement, des équipes, etc. Donc là, en effet, il faut travailler là-dessus en permanence, hein, se réécouter, travailler et puis toujours s'améliorer pour être plus efficace, etc. Mais on va dire ce qui est le mieux, c'est l'intention. Et je rebondis encore sur le terrain, c'est intéressant parce que la proximité, c'est aussi d'être palpable. Qu'on puisse être vu, goûté, senti. Vous, par exemple, vous sortez beaucoup? Énormément, enfin de plus en plus. On s'est équipé d'un super gadget. Un camion. Un camion, hein, c'est le radio truck. Donc en fait, c'est un truc qui se déplie, c'est comme un Transformers. C'est comme le camion de l'épicier qui passait jadis dans les hameaux. Mais c'est ça, c'est un petit machin, mais en fait, il s'ouvre et puis on peut prendre l'antenne de partout où c'est nécessaire. Donc on est sur la route du Tour de France quand il passe dans le Massif central, c'est quasiment tous les ans. On est sur l'autoroute bloquée par les agriculteurs. On était à Brive, tiens, à la foire du livre, en effet. Et ça, c'est vachement sympa. Et du coup, pour l'animateur, c'est aussi un moyen de mesurer l'impact,
d'être sur place à côté de ces auditeurs et de pouvoir papoter avec eux. Et ça, c'est vachement important. Ça les remet. C'est aussi une forme de formation pour eux. C'est à un moment donné, l'auditoire ne doit pas être virtuel. Il faut qu'il regarde dans le blanc des yeux et inversement. Ouais, il faut être palpable pour être une bonne radio de proximité. Les auditeurs, ils sont sensibles lorsqu'ils voient le logo de la radio, même y compris à Brive, parce qu'il y a quand même... C'est un vol du Chapon de Rodez quand même. C'est clair. Mais oui, mais là, en fait, on est à Brive depuis 10 ou 15 ans. Donc, on y est connu et les auditeurs sont contents de nous y retrouver. En tout cas, le public, c'est pas forcément les auditeurs, c'est « Ah, Totem, tiens !» Et être vu, c'est déjà presque être entendu. Voilà. C'est une façon, Mathieu, de lutter contre la montée en puissance des plateformes également, ou d'autres médias, où vous disiez précédemment, avec beaucoup d'intelligence notamment, on a plutôt aujourd'hui tendance à s'informer assez rapidement en scrollant des écrans, alors que ce soit, j'en sais rien, TikTok, Instagram, je ne sais pas si on y retrouve un peu d'infos, Facebook, etc. etc. Enfin, vous jouez d'écoute maintenant, plus qu'avant, j'imagine. Je pense un peu moins, mine de rien, sur l'hyper-proximité. Si je dis ça, c'est parce que quand vous avez des réseaux sociaux, en fait, alors vous avez les tendances, les grandes tendances, et ça, elles peuvent venir de partout, qui vont venir tout d'un coup inonder vos fils, etc., etc. Sur l'information, on a une concurrence. Alors, ici, on est tous un peu concurrents, mais on peut rajouter à ça la PQR, on peut rajouter à ça les télévisions locales. Enfin, voilà. Le local, encore une fois, il a plein d'aspects, plein de visages différents. Sur les réseaux sociaux, je pense qu'on a une façon de faire. Et moi, celle qui, à mon avis, nous distingue plutôt par rapport aux réseaux sociaux et à votre question, c'est ce qu'on appelle la certification de l'info. Nous, à Radio France, d'ailleurs, c'est pas que ici, c'est France Info, c'est France Inter, etc. On a mis en place une charte de certification de l'info parce qu'on s'est rendu compte que le monde dans lequel on vit est très complexe, noyé d'informations, très souvent de fausses informations. Tout le monde connaît ici l'histoire de la pauvre Anne avec Brad Pitt qui a beaucoup fait couler d'encre, qui s'est fait arnaquer par ces brouteurs qui lui ont fait croire qu'elle discutait avec la star hollywoodienne. C'est un exemple, c'est un épiphénomène, mais en fait tous les jours. Pas plus tard que ce matin, ma fille qui cherche un appartement, pour vous donner les coulisses, elle s'est retrouvée avec une annonce Se Loger qui rapidement est devenue, mais bien sûr, l'appartement est à vous si vous nous faites le virement du mois de caution immédiatement. On est noyé dans les fausses infos, dans les arnaques. Et là, la proximité, et c'est ce qu'on essaye nous aussi de revendiquer, on veut avoir cette certification de l'info. C'est-à-dire que quand vous écoutez quelque chose chez nous, peut-être que vous allez l'entendre avec 15 minutes de retard par rapport à d'autres, mais chez nous, c'est sûr, c'est vrai, si on vous le donne. Donc on préfère avoir un quart d'heure de retard et donner une bonne information que la donner en même temps que tout le monde et qu'elle soit fausse. Crédibilité, confiance. Exactement, et c'est encore une fois aujourd'hui, c'est pas qu'un artifice pour mettre en avant ce qu'on développe sur le service public, c'est parce que, et je sais que d'ailleurs c'est un souci qu'ont beaucoup aujourd'hui de rédaction, c'est on remonte plus dans les algorithmes. Je vais vous donner un exemple. Le réseau X, dont tout le monde sait qu'il appartient à Elon Musk, qui en a fait un outil de propagande. Le réseau X, aujourd'hui, quand vous publiez un contenu et que vous êtes un média dit mainstream, ce qui est le cas du réseau ici, et dès que vous mettez un lien qui renvoie vers un site, eh bien en fait l'algorithme vous dégrade, c'est-à-dire que vous n'apparaissez pas dans les fils des utilisateurs. Donc c'est un vrai problème parce qu'en fait ça dit tout. Et d'ailleurs Elon Musk ne se cache pas de sa vision du monde médiatique en disant les médias traditionnels sont désormais has-been, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des créateurs de contenu et si possible des créateurs de contenu polarisants, c'est-à-dire qui vont exacerber les débats. Et d'ailleurs c'est ce que vous voyez. Autre exemple, David Dufresne que vous connaissez peut-être, qui est un journaliste français, journaliste d'investigation, a fait le test récemment, il l'a publié sur Blue Sky, le rival désormais de X, en expliquant qu'il a fait le test, il a utilisé un VPN qui nous permet de faire croire à Internet qu'on se connecte d'un endroit, en se localisant en Allemagne, et il a regardé, comme s'il était nouvel utilisateur de X, qu'est-ce qu'on lui suggérait comme premier compte à suivre. Elon Musk, Donald Trump, l'AfD, le parti d'extrême droite, et tous les membres de l'AfD qui sont en ce moment en campagne en Allemagne. Une fois que je vous dis ça, qu'est-ce que ça révèle aussi des manipulations possibles, de la façon dont on veut nous emmener. Donc, c'est la dernière invention du diable. Exactement. Et puis je vous rappelle qu'on va avoir des élections très bientôt en France. Au plus tard, à mon avis, je dirais cet été, parce que la dissolution, on a le droit de dissoudre au bout d'un an. Donc peut-être à la rentrée. On ne sait pas si on ne va pas réavoir des législatives. Oui, bon, j'espère qu'ils ne le feront pas en plein milieu du mois de juillet. Je pense qu'on serait tous mécontents. Et en 2027, 2026, il y a des municipales qui sont évidemment une échéance extraordinaire, et spécialement pour les radios du service public. Vous allez mettre le paquet, vous, sur les municipales. Bien sûr, c'est évident, parce qu'il y a un vrai enjeu démocratique. Et cet enjeu de manipulation, et quand vous me parlez des réseaux sociaux, pour nous, c'est essentiel de pouvoir donner ces bonnes informations, sinon les gens peuvent être manipulés. Et donc, nous, on garantit l'absence de manipulation. Et je sais les procès qu'on nous fait en permanence.
Et on sait qui nous fait ces procès. À nous, le service public, en permanence. Oui, c'est vrai, parce que vous avez la tout le temps, tous les jours, ouais. tous les jours. Mais pourquoi on nous fait ces procès-là? Si j'ose dire, Jean-Charles. C'est parce que justement, on contrarie, pardonnez-moi, mais les plans de ceux qui ont un objectif politique. Nous, le service public, on n'a pas d'objectif politique. On est le média des Français. C'est aussi simple que ça. On est financé par les Français. Pour qu'ils aient accès à une information de service public, à du divertissement, à de la culture. C'est ça notre mission. Et c'est le cas du réseau ici aujourd'hui. Jean-Marc, les défis que doit relever le réseau ici sont à peu près les mêmes que les vôtres. Hein. Alors nous, la tâche s'annonce difficile. On a peut-être une chance, nous, au niveau des radios associatives. Comme je le disais, on est des radios de proximité. Et ça a été dit auparavant, hein, il y a un tel afflux d'informations nationales, internationales. Ouais. Il y a un terme que je n'aime pas trop qui s'appelle infobésité. Ça touche donc l'info nationale et internationale. Mais ça ne touche pas trop encore l'information de proximité qui est encore assez préservée par rapport à ça. C'est-à-dire que pour vous informer de ce qui se passe chez vous, juste à côté de chez vous, vous n'avez pas 36 000 solutions. Vous avez la presse écrite et vous avez aussi la radio de proximité. Quelle catégorie qu'elle soit, B, service public ou radio de catégorie A. Et ce sont des médias qui sont donc des médias de proximité. Il y a une certaine reconnaissance par rapport au travail rédactionnel qui est fourni par ces médias et une reconnaissance d'une certaine crédibilité. Parce que nous sommes des radios qui sont très présentes sur le terrain. Ça nous apporte aussi une crédibilité. Plus que quelqu'un qui va donner une information, il se trouve à 200 ou 300 km du lieu où s'est déroulé le fait et qui va donner son avis ou alors va donner une information. Nous, on est des radios qui sont situées sur le terrain, on travaille sur le terrain et ça nous apporte une crédibilité. Et comme je le disais, il n'y a pas en tout cas encore au niveau de l'information de proximité, il n'y a pas ce rejet de la part des auditeurs et des auditrices que l'on peut constater. Par exemple, il y a assez peu de fake news sur cette thématique de l'hyperproximité, ou alors j'ai raté. Non, ça peut exister, mais oui, mais notamment étonnant. Sur les réseaux sociaux. Mais nous, on est justement là pour débunker et apporter une information qui est, en fait, c'est tout travail de journaliste, c'est-à-dire on va la sourcer, on va la vérifier, et ensuite on va la rendre accessible au grand public. Mais tout ça, c'est un travail journalistique, ça n'a absolument rien à voir à ce que l'on peut voir sur certains réseaux sociaux. Donc, en conclusion, mettre le paquet sur l'hyperproximité, il faut continuer. Et c'est justement, et là, on se projette dans le futur. Je pense que peut-être c'est un atout pour nous aussi, l'intelligence artificielle, parce que ça nous permettra peut-être de faire des économies de personnes ou de bénévoles sur certaines tâches qui sont très chronophages, et peut-être de nous concentrer beaucoup plus sur ce qui se passe sur le terrain et d'agir directement et de travailler sur le terrain. C'est pas un gros mot, l'IA à France, ici. Bravo. Non, c'est pas un gros mot. Je vais même vous dire pourquoi. Alors, même si c'est quelque chose que ça fait peur. Hein. Un peu, ça fait peur parce qu'il faut l'encadrer. On travaille d'ailleurs à Radio France à une charte autour de l'utilisation de l'IA. Et déjà, des premières règles qu'on s'est tous fixées, c'est quand on l'utilise, on le met, on l'inscrit, on le montre pour que les internautes, par exemple, quand c'est sur Internet, voient ça a été fait. Vous l'indiquez, d'accord. C'est indiqué dans des articles parce que c'est utilisé notamment plus sur des contenus programmes que sur des contenus rédaction. Mais c'est bien qu'on parle de l'IA parce qu'évidemment, en 2 mots, c'est la 3e révolution industrielle. C'est-à-dire que ça va changer notre monde entier. On le constate pour l'instant, mais on n'est qu'au début. Hein. C'est vraiment le début d'une révolution. Nous, et je vous le livre un peu ici d'ailleurs, ici, je place le mot, sur le réseau ici, on est en train d'expérimenter quelque chose. C'est ce maillage des 44 radios locales, qui d'ailleurs fonctionne aussi parce qu'il y a la télévision locale aussi du service public, c'est nos camarades de France 3 qui nous rejoignent dans cette marque commune ici, ce média 360, numérique, télé-radio. Toutes ces implantations locales sur le territoire, en fait, on fait une expérimentation avec l'IA. C'est qu'on a consacré au moment d'une journée spéciale sur la crise agricole au mois de novembre, où on avait Michel Barnier qui était notre invité. Première interview et dernière du Premier ministre, il est parti derrière. On a consacré 44 heures d'antenne. Voilà, exactement. On le savait pas à ce moment-là, mais bon. De 9h à 10h, sur les 44 locales, on a consacré 1 heure d'antenne sur chaque local à la crise agricole en appelant les agriculteurs à venir témoigner. Ouais. On a utilisé l'intelligence artificielle pour immédiatement
dès 10 heures, donné à l'IA ces 44 heures d'antenne, qu'elle a été capable de scanner avec des prompts qu'on avait élaborés, vérifiés par des journalistes, et elle nous a sorti une synthèse, une cartographie du malaise agricole. C'est-à-dire qu'on savait précisément, géographiquement, partout sur le territoire, quels étaient les sujets qui préoccupaient plus les agriculteurs. Est-ce que c'était les élevages bovins, est-ce que c'était les céréales, etc. Ouais. On avait le recensement de tous les témoignages qui étaient intéressants avec l'horodatage qui nous a permis d'aller les récupérer. Ouais. Et si vous allez réécouter sur le site ici.fr l'interview de Michel Barnier, vous verrez que le journaliste, un des deux journalistes qui l'interviewe au début, démarre en égrénant plein d'informations très localisées en disant à tel endroit hier soir il y avait un bras zéro avec tant d'agriculteurs qui étaient mobilisés autour du rond-point de machin, à tel endroit il se passait ça, etc. Ben ça c'est parce que l'IA nous a aidé à scanner tous ces témoignages et toutes ces infos qu'on avait le matin et qu'on a pu livrer aussi au Premier ministre en exclusivité en disant regardez, ça c'est la cartographie du malaise agricole aujourd'hui, à l'instant T. Qu'il a découvert chez nous au micro. Et on va reproduire ça, je vous le livre en exclusivité, pas plus tard que le 12 février prochain, puisqu'on va faire une journée consacrée à la désindustrialisation et à l'emploi de façon un peu plus large. Vous allez cartographier très très rapidement. Exactement, et on va livrer ce résultat sur notre antenne et peut-être même sur d'autres antennes. Mais je vous en dirai plus. Jean-Charles, l'intelligence à totem, on en est certain, elle existe, mais l'intelligence artificielle, elle pourra prochainement arriver. On se connaît depuis longtemps, je me permets de tirer quelques balles. Oui, on se chatouille un petit peu, regardez. Voilà. Non, mais elle est déjà collective, hein, avec les équipes de Totem, ils sont là depuis longtemps, ils se connaissent bien. Moi, je suis arrivé qu'il y a 2 ans et demi, mais c'est vrai qu'on a des gens qui sont des fins connaisseurs de ce territoire. Ouais. Puis évidemment, on va se doter, nous aussi, des outils qui vont nous permettre de gagner du temps. L'idée, c'est pas de dégrader l'info, sûrement pas. Au contraire, c'est de lui donner plus de Vous en servez déjà, non, peut-être? Un petit peu, ouais. Mais c'est ça, c'est donner toute la puissance qu'on peut avoir, la valeur ajoutée, c'est-à-dire aux différenciants. En quoi on est mieux, en quoi ce qu'on va pouvoir donner est plus intéressant ou plus impactant ou différent. Juste différent de ce qu'on peut entendre dans le bruit ambiant. Et elle pourra participer à la construction de cette hyper-proximité au sein de votre station. Bien entendu, c'est tout l'objectif, encore une fois. Finalement, on n'est que 13 journalistes à temps plein sur C'est énorme sur pour une radio de catégorie B. Oui, mais j'ai 12 départements, donc ça me fait finalement qu'un seul journaliste et un 12e par département. Et ça fait aux journalistes des journées bien chargées, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, c'est peut-être le prix à payer pour la proximité. Hein. Total, ouais. On est bien chargé. Jean-Charles, merci. Bon retour dans cet Aveyron. Oui, qui nous est cher. Enfin, oui, pourquoi pas. Mais oui, c'est un beau département. Voilà. L'été, notamment. Oui. L'hiver, c'est un petit peu plus... c'est rugueux, mais c'est rugueux. Un petit peu plus rugueux. Il y a de la ligo, il y a de la saucisse, c'est vachement bien. Bon, très bien. Bon retour là-bas. Mathieu, merci. Vous étiez venu à pareille époque. C'était l'année dernière, on était... Exactement, on était sur la mezzanine et on était ensemble. Ah oui, c'est vrai. Incroyable. Et on est rodé là. Jean-Marc, bon retour dans le sud-ouest. Oui, à Tarbes, où la météo est plus clémente que du côté de chez Totem. Merci. Juste pour dire, au niveau du maillage, il y a à peu près un peu moins de 200 radios de catégorie B. Il y en a 44 pour le service public ici. Il y en a plus de 750 pour les radios associatives. Donc vous voyez, on est vraiment sur l'hyper-proximité. Ouais, il y a de la marge de progression partout. C'est très bien. Bon, merci messieurs. Bon courage, bonne journée. Merci. Ça nous a fait bien plaisir.